Voyons si tu es bien de moi, a dit mon père en faisant glisser un kit de test ADN sur la table de Thanksgiving, au-delà de la sauce au canneberge et de la saucière, directement dans mon assiette. 25 membres de la famille ont ri. Mon frère l'a félicité. Ma mère a regardé son verre de vin comme s'il contenait les réponses à tout ce qu'elle cachait depuis 30 ans. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas partie. J'ai pris le kit, j'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit un mot. D'accord. 3 semaines plus tard, les résultats sont arrivés. Je les ai envoyés par courrier électronique à toutes les personnes présentes à cette table. Ma mère s'est évanouie. Mon père a laissé tomber sa fourchette. Parce que le test prouvait que j'étais son seul enfant biologique, et que le garçon en or à qui il avait tout donné? Ce n'était pas du tout le sien. Mais je m'avance un peu. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Mais seulement si vous vous sentez vraiment concerné par cette histoire. Et laissez un commentaire. Où regardez-vous en ce moment, et quelle heure est-il chez vous? Je m'appelle Caroline Mitchell. J'ai 28 ans. Je suis infirmière en soins intensifs pédiatriques dans un petit hôpital près de Richmond, en Virginie. Voici l'histoire de la blague la plus cruelle de mon père qui est devenue la vérité qui m'a libérée. Laissez-moi vous ramener à Thanksgiving. En novembre dernier, la nuit où tout a changé. Est la famille Mitchell. Thanksgiving n'a jamais été une affaire banale. Mon père, Richard Mitchell, que tout le monde craignait ou prétendait ne pas craindre, l'organisait chaque année dans la maison de Briarwood Lane, une maison coloniale de 4000 pieds carrés qu'il avait construite avec sa propre équipe en 2003. C'est ce qui caractérise papa. Tout ce qu'il possédait. Il veillait à ce que vous sachiez qu'il l'avait mérité. La table de salle à manger était une dalle de 10 pieds en chêne de Virginie récupérée, achetée chez un antiquaire de Stowe, dans le Vermont. 12 chaises, dont les fuseaux étaient tournés à la main. Mon père était assis à la tête de la table. Mon frère Garrett s'est assis à sa droite sur la chaise dont le dossier était gravé d'un OGM. Mon père avait fait cela lorsque Garrett avait 6 ans, comme s'il s'agissait d'une sorte de couronnement. Je me suis assis à l'extrémité, près de la porte de la cuisine, le siège le plus proche des plateaux de service parce que, eh bien, il fallait bien que quelqu'un les remplisse. 25 personnes remplissaient la pièce. Des tantes, des oncles, des cousins, la femme de Garrett et leur fils de 4 ans, Mason. Mon père portait sa Breitling Navitimer. Celle qu'il s'était achetée lorsque Mitchell & Son Construction avait réalisé sa première année à $1 million. Garrett avait de nouveaux mocassins Colan. Ma mère, Jolene, portait son blazer Talbots couleur crème et son bracelet Mikimoto Pearl, celui que papa lui avait offert pour leur 25e anniversaire. Un dîner d'anniversaire auquel je n'étais pas invitée. Je portais un cardigan que j'avais depuis l'école d'infirmière. Gris, bouclé au coude. Voilà ce que vous remarquerez si vous regardez les Mitchell rassemblés autour de cette table. Chacun d'entre eux était blond. Blonde sablonneuse, blonde miel, blonde platine. Et puis il y avait moi. Des cheveux auburn, roux à la lumière. Assez foncé pour ressortir sur toutes les photos de famille comme une coquille dans un document juridique. Mon père avait passé 20 ans à traiter cette coquille comme une preuve, mais cette année, à Thanksgiving, il a apporté à la table quelque chose qui n'était pas au menu. Laissez-moi vous donner 20 ans et 60 secondes. À l'âge de 8 ans, j'ai fait une carte de fête des pères, avec du papier de construction, de la colle à paillettes, tout ce qu'il faut. J'ai écrit, au meilleur père du monde, dans ma plus belle écriture cursive. Il l'a ouverte à la table du petit déjeuner, l'a lue et l'a déchirée en deux, en plein milieu. Et elle a dit, je ne suis pas ton père. Puis il est retourné à ses œufs. J'avais 8 ans. Quand j'ai eu 14 ans, papa a inscrit Garrett à St. Andrew Prep, 12 000 € par an, blazer et cravate, toute la production. Je suis allée à l'école publique de Hopewell. Quand tante Brenda a demandé pourquoi, papa l'a dit à voix haute, lors du dîner du dimanche. Pourquoi investirais-je dans quelque chose qui ne m'appartiendrait peut-être même pas? J'étais assis à 1 mètre de là. Personne n'a rien dit. À 18 ans, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Major de ma promotion, avec une moyenne de 4,3, un discours que j'avais répété 40 fois devant le miroir de ma salle de bain. Mon père n'est pas venu. Il était à la maison, en train de préparer un barbecue pour 50 personnes. Une fête pour Garrett, qui avait obtenu son diplôme avec une moyenne de 2,4 et une poignée de main de l'entraîneur de football. Quand j'avais 22 ans, à mi-chemin de mon cursus d'infirmière à la VCU,
Mon père a supprimé mes frais de scolarité alors qu'il ne me restait plus qu'un semestre. Il m'a appelé et m'a dit, ça fait assez longtemps que je paie pour le fils de quelqu'un d'autre. J'ai contracté un prêt étudiant fédéral de 47 000 $. J'ai terminé. Et elle ne m'a jamais demandé si j'avais fini. Et ma mère. Je devrais vous parler de son rôle dans tout ça. Un jour, quand j'avais 19 ans, j'ai découvert qu'elle m'envoyait 200 $ par mois. Tranquillement. Par Venmo. Sous le mémo. L'épicerie. Puis papa a découvert les virements. Il a menacé de divorcer. Elle a arrêté. Mon père ne me détestait pas. La haine nécessite une reconnaissance. Il m'a simplement soustraite. Maintenant, laissez-moi vous parler de Gareth. Gareth Mitchell. 31, 6-2. Blond sablonneux. Mâchoire comme un modèle de catalogue. La fierté de papa. La preuve de papa. Le Mitchell R. H majuscule. À 16 ans, Gareth a eu un F-159. Blanc nacré. Suspension surélevée. L'autocollant des Mitchell et de leur fils sur le haillon, comme un blason familial. J'ai eu une carte de bus. Papa a payé chaque centime des frais de scolarité de Gareth à Virginia Tech. 4 ans. Pas de prêt. Pas de question. Lorsque Gareth a obtenu son diplôme, avec des notes moyennes et un diplôme de commerce qu'il a à peine utilisé, papa lui a donné un bureau chez Mitchell & Son et le titre de chef de projet. Pas d'entretien. Pas de CV. Juste la lignée. Ou ce que papa croyait être la lignée. A eu printemps dernier, Gareth a acheté une maison. Une nouvelle construction dans le lotissement de Willowbrook. 3,200 pieds carrés. Plan d'étage ouvert. Comptoir en quartz. Papa a versé la compte de 80 000 $. Il vient de faire un chèque. Jevis dans un studio à 4 rue de l'Hôpital. 450 mètres carrés. Le comptoir de la cuisine me sert de bureau. Quand je rentre à la maison après une garde de 12 heures aux soins intensifs, je mange debout parce que la table tient à peine sur une chaise. Gareth conduit un Chevrolet Tahoe noir. Je conduis une Honda Civic 2014 avec une bosse dans le pare-chocs arrière provenant d'un parking de l'école d'infirmière. Elle fonctionne encore. C'est suffisant. Maintenant. Voici le truc à propos de Gareth. Il n'est pas méchant. Je veux être juste à ce sujet. Il n'a pas grandi en pensant qu'il faisait quelque chose de mal. Quand on vous donne tout dès la naissance, vous ne remettez pas en question le système. Vous supposez simplement que vous le méritez. Sa phrase préférée, prononcée avec son sourire de Golden Boy, « Ne t'inquiète pas Cal, tu seras toujours un Mitchell honoraire. » Honoraire, comme un laissez-passer pour ma propre famille. Mais voici la partie qui va vous faire rire. Ou peut-être pas. L'ironie. Je vais y venir. Vous n'êtes pas encore prêt. Ma mère, Jolene Mitchell. 54, des mèches blondes toutes les 6 semaines dans un salon de coiffure, une Lexus RX en or champagne. Une carte de crédit supplémentaire sur l'Amex Platinum de papa qu'elle utilisait comme de l'oxygène. Jolene n'était pas une femme cruelle. C'est ce qui a empiré les choses. Elle ne m'a jamais traité d'erreur. Elle n'a jamais déchiré mes cartes ni refusé d'assister à ma remise de diplôme. Elle n'a jamais rien arrêté. Chaque fois que papa disait quelque chose de blessant, maman étudiait son verre de vin, sa serviette ou le motif du papier peint. Elle a perfectionné l'art de ne rien regarder alors que tout se passait sous ses yeux. À 16 ans, je lui ai posé la question directement. Nous étions seuls dans la cuisine après Thanksgiving. Ça tombe bien, non? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, « Maman, suis-je la fille de papa ?» Elle n'a pas scié. Elle a posé le torchon et m'a dit, « Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas répondre. » Cette phrase a vécu en moi pendant 12 ans. Je l'ai tournée et retournée comme une pierre dans ma poche, je l'ai polie, j'ai essayé de comprendre ce qu'elle signifiait. Confirmait-elle les soupçons de mon père? Me mettait-elle en garde? Se protégeait-elle? Il m'a fallu 12 ans pour comprendre que la réponse était la 3e. Maman vivait bien. La maison Briarwood. La Lexus. Le bracelet Mikimoto. L'adhésion au Country Club. Le voyage annuel à Hilton Head. Tout cela dépendait d'une chose, que Rick Mitchell reste marié à elle.
Rick Mitchell ne resterait marié à elle que si certaines questions restaient sans réponse. Un soir, environ un mois avant Thanksgiving, je suis passée à la maison pour prendre une boîte de vieilles photos de famille. Maman était sur le canapé, le téléphone à la main, en train d'effacer un message. Elle l'a refermé rapidement lorsqu'elle m'a vu. Trop vite. Je n'ai pas demandé de qui il s'agissait. Pas à ce moment-là. Dîner. 20h17. La dinde avait été découpée. Le vin coulait à flots. Un cabernet ému que papa payait toujours trop cher parce qu'il aimait dire le nom. Garrett racontait une histoire de chantier. Quelque chose à propos d'une coulée de béton et d'un contremaître qui ne supportait pas la pression. Papa a ri de tout son torse. Maman a souri à son tour. J'y passais les patates douces quand papa s'est levé. Il a tapé son couteau contre son verre. La salle s'est tue. 25 visages se sont tournés vers lui, et je jure qu'il ressemblait à un homme sur le point de porter un toast à son propre couronnement. J'ai un petit cadeau pour Cali cette année, a-t-il déclaré. Il s'est glissé sous sa chaise et a sorti une boîte blanche et verte, un kit de test ADN à domicile. Il l'a brandi pour que tout le monde puisse le voir, puis l'a fait glisser le long de la table dans ma direction. Et elle a heurté mon verre d'eau. Voyons si vous êtes bien de moi. La salle a éclaté. Des rires, le genre bruyant et soulagé qui survient lorsque les gens sont mal à l'aise. Mais choisissent le côté facile. Oncle Denny a gloussé dans son bourbon. Tante Brenda a détourné le regard. Garrett a tapé sur la table. Savage, papa. Jolene est devenue blanche. J'ai regardé ses doigts se resserrer autour du pied de son verre jusqu'à ce que je pense qu'il allait se briser. Mais elle n'a pas dit un mot. Elle ne l'a jamais fait. J'ai ramassé la boîte. La pièce est redevenue silencieuse. Un silence différent. J'ai regardé mon père. Ses yeux étaient brillants d'amusement. Il s'attendait à des larmes, je crois. Ou peut-être un claquement de porte. 20 ans d'expérience lui ont appris que je m'effondrerais. D'accord, ai-je dit. C'est tout. Juste, d'accord. J'ai mis le kit dans mon sac. J'ai terminé mon dîner. J'ai dit bonne nuit à tante Brenda. Je suis rentrée à mon studio, seule. Dans ma Civic cabossée. Je me suis assise sur le comptoir de ma cuisine et j'ai ouvert la boîte. Ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Un kit d'ascendance grand public teste l'ethnicité, pas la paternité. Mais il m'a donné l'idée. Le soir même, j'ai commandé un test de paternité auprès d'un laboratoire accrédité par la ABB. Une véritable chaîne de contrôle. De vrais résultats. Des résultats qui signifient quelque chose. J'avais besoin de 2 échantillons. Le mien était facile. Un prélèvement de joue. Scellé. Étiqueté. Rick. Elle avait laissé quelque chose derrière lui. Sur la chaise où j'étais assise, son mouchoir monogrammé, en lin, avec les initiales RAM en fil marine. Il l'avait utilisé pour tamponner le vin sur son menton et l'avait jeté sans réfléchir. Je l'ai enfermé dans un sac en plastique. J'ai posté les 2 échantillons le lendemain matin. Personne ne l'a su. Tu voulais la vérité? Papa. Le chat du groupe s'est allumé avant même que je ne sorte de ma blouse le lendemain matin. Le groupe de la famille Mitchell, 42 membres, créé par papa il y a 5 ans, servait principalement à la logistique des vacances et aux mises à jour sur la construction de Garrett que personne ne demandait. Ce matin-là, il avait une nouvelle raison d'être. Papa avait posté une photo. C'était moi, la veille au soir, tenant le kit ADN sur la table. Je ne sais pas qui l'a prise. C'est le téléphone de quelqu'un, pris de l'autre côté de la pièce. Mon visage était à moitié tourné, la bouche légèrement ouverte. J'avais l'air abasourdi. Vulnérable. Est sa légende, voyons si le facteur a laissé plus que des lettres. Garrett a d'abord répondu, 3 émojis de rire. Puis, l'ADN ne ment pas, papa. Oncle Pet. Au mec, Rick. Cousine Tara. Un seul. Ce qui, je suppose, compte comme une dissidence dans la famille Mitchell. Personne n'a dit, c'était cruel. Personne n'a dit, Rick. C'est ta fille. Personne n'a dit quoi que ce soit qui ressemble à une défense. 42 personnes. 42 témoins d'une blague publique sur ma filiation.
Et la seule réponse a été le rire ou le silence. J'ai lu tout cela à 2h47 du matin, assis dans la salle de repos de l'unité de soins intensifs pédiatriques, la lumière fluorescente bourdonnant au-dessus de ma tête. Je venais de sortir d'un code. Une fillette de 3 ans atteinte d'un VRS, en état de choc pendant 40 minutes avant que nous ne la stabilisions. Ma main sentait encore les gants en nitrile. Et c'était là, sur mon téléphone, entre une notification concernant le remboursement de mon prêt étudiant et une alerte météo. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, de chaque emoji, de chaque silence. Dana Reeves, ma collègue, mon amie la plus proche. La seule personne dans cet hôpital qui connaissait ma famille. Elle a vu mon visage quand j'ai posé le téléphone. Elle ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas, elle m'a juste regardé et m'a dit « Renseigne-toi, Cali ». Puis elle a laissé les faits parler. J'ai verrouillé mon téléphone. Je suis retournée voir mon patient. Le laboratoire avait mes échantillons. L'horloge tournait. 3 semaines avant Noël, mon téléphone a sonné. Papa, pas de salutation. Pas de chaleur. Juste. Noël, c'est pour la famille. Tu sais à quoi t'en tenir. Il a raccroché avant que je puisse répondre. 16 secondes. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal des appels après coup, le fixant comme si le numéro pouvait expliquer quelque chose que les mots n'expliquaient pas. Garrett a envoyé un texto 1 heure plus tard. Garrett classique. Faire preuve de gentillesse tout en appliquant le verdict. Sans rancune, Cal. C'est la maison de papa. Ses règles. Peut-être que l'année prochaine, les choses seront différentes. Puis vint maman. Son message n'était pas un réconfort. Ce n'était pas des excuses. C'était, s'il te plaît, n'aggrave pas la situation. 3 messages de 3 Mitchell. Aucun d'entre eux n'a dit, c'est mal. Aucun n'a dit, je suis désolé. La seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est que mon absence rendrait les vacances de tout le monde plus agréables. J'ai donc passé le réveillon seul. J'ai acheté un petit sapin de Douglas sur le terrain de l'avenue Patterson. 1,50 m de haut. $60 que je n'aurais probablement pas dû dépenser. Je l'ai posé sur le comptoir de ma cuisine, à côté de mon ordinateur portable et d'une pile de dossiers de patients. J'ai préparé des macaronis au fromage à partir d'une boîte. J'ai versé un verre de vin, un Merlot à $7, pas un Camus. Je me suis assise sur ma seule chaise et j'ai mangé. Dehors, Richmond était froid et clair. Par la fenêtre, je pouvais voir les immeubles de l'autre côté de la rue, leurs fenêtres éclairées par des lumières colorées et les formes des gens qui se déplaçaient derrière les rideaux. À 23h43, j'ai ouvert mon courrier électronique. Il était là. L'objet, les résultats de votre test ADN sont prêts. Action requise. Du laboratoire, daté de l'après-midi même. Mon pouce l'a survolé. Je sentais mon pouls au bout de mes doigts. J'ai fermé l'email. Pas encore. J'ai fini mon vin. J'ai éteint les lumières. Je suis allé me coucher. Les résultats seraient toujours là au matin, et moi aussi. Le 6 janvier. Le courriel est arrivé à 9h14 de Richard Mitchell à la liste de distribution de la famille Mitchell. C'est Caroline Mitchell. Objet. Mise à jour de la planification successorale. Lecture officielle. 18 janvier. Le corps était court. Papa écrivait comme il construisait des maisons. Sans ménagement. Portante. Pas d'ornementation. J'ai travaillé avec mon avocat Howard Pratt pour finaliser mon plan de succession. Après mûre réflexion, j'ai décidé que les biens, les propriétés, les parts d'entreprise et les avoirs financiers de Mitchell devaient être transmis exclusivement à mes enfants biologiques. Une lecture officielle aura lieu le 18 janvier au bureau d'Howard Pratt, à 10h. Monsieur Bloch? Richard Mitchell. Mitchell son construction, LLC. Établi en 1998. Garrett a répondu en moins de 4 minutes. Merci, papa. C'était la bonne décision. Personne d'autre n'a répondu, mais je sais qu'ils l'ont tous lu. 42 personnes. 42 silence. Il m'a fait Cécide. Pas Bécécide. CCD. Il voulait que je le voie. Il voulait que je sache qu'il ne s'agissait plus d'une insulte à table ou d'une blague sur un chat de groupe.
C'était devenu légal, officiel, permanent. Des enfants biologiques. Deux mots qui étaient censés être mon avis d'expulsion. J'ai lu l'email 3 fois. Puis je l'ai lu une 4e fois, plus lentement, et un déclic s'est produit. Une porte dont j'ignorais l'existence s'est ouverte dans mon esprit. Les enfants biologiques. Si j'étais l'enfant biologique de Rick.et un laboratoire quelque part dans le Maryland était sur le point de me dire si je l'étais. Alors cette langue ne m'excluait pas. Il me protégeait.et si j'étais son enfant biologique, et que le testament ne couvrait que les enfants biologiques. Alors la vraie question n'était pas du tout sur moi. Elle concernait Garrett. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis allé travailler. J'ai intubé un enfant de 6 ans atteint d'une pneumonie et je n'ai plus pensé à l'email jusqu'à la fin de mon service, 14 heures plus tard. Mais il est resté là, à attendre, comme tout le reste. Le 9 janvier. Je suis allé chez Garrett pour récupérer une boîte de vieilles photos de famille que maman m'avait dit avoir laissées dans son garage. Garrett n'était pas chez lui. Sa femme, Stacy, m'a fait entrer. Polie mais distante. Comme on traite un parent éloigné lors d'un enterrement. Elle m'a indiqué le garage et est retournée à la cuisine. Ma son était dans le salon, il avait 4 ans, des boucles blondes, le sourire de Garrett, un dinosaure dans chaque main. Et elle a levé les yeux lorsque je suis passé devant lui et a dit. Avec la brutalité désinvolte dont seul un enfant est capable. Papa dit que vous n'êtes pas une vraie famille. Vous n'avez pas votre place ici. Il a dit cela comme on dirait que le ciel est bleu, sans méchanceté, juste des informations qu'il avait absorbées comme les enfants absorbent tout, des adultes qui ont façonné leur monde. J'ai arrêté de marcher. Ce n'étaient pas les mots. J'avais entendu pire de la part de son grand-père. Je me suis rendu compte que j'étais en train d'assister au recommencement de la situation. Une nouvelle génération, apprenant le même mensonge, le répétant avec la même confiance. Ma son grandirait en croyant que sa tante était une étrangère, tout comme Garrett, et ses enfants après lui. Je me suis agenouillée. Chérie, la famille n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Il s'agit de ce qui est vrai. Mason m'a regardé en clignant des yeux, puis il est retourné à ses dinosaures. Il avait déjà oublié. Pas moi. J'ai pris la boîte de photos. J'ai remercié Stacy et je me suis assis dans ma voiture pendant 10 minutes, moteur éteint. Le chauffage a fait tic-tac pendant qu'il refroidissait. Mon souffle embrumait le pare-brise. Puis j'ai ouvert mon téléphone. J'ai ouvert mon courrier électronique. J'ai tapé sur l'objet que j'évitais depuis Noël. Probabilité de paternité, 99,9998%. Richard Mitchell est le père biologique de Caroline R. Mitchell. Je l'ai lu 2 fois. 3 fois. 4. Et j'ai pensé à une question que j'aimerais vous poser. Avez-vous déjà vécu un moment où la vérité pouvait tout détruire, mais où vous deviez quand même savoir? Où le fait de ne pas savoir était pire que toutes les retombées, parce que c'est ce que j'ai vécu, assise dans une Civic cabossée dans l'allée de mon frère, les mains serrées, le chauffage éteint, l'écran brillant sur mes genoux. J'aimerais entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. J'ai fermé l'email. J'ai enclenché la marche arrière et je suis allé travailler. Mais quelque chose avait changé. La pierre que je portais dans ma poche depuis 12 ans ne posait pas de questions auxquelles vous ne voulez pas de réponse. J'ai enfin compris ce qu'elle signifiait. Et il ne s'agissait pas de moi. Il n'a jamais été question de moi. J'ai attendu les résultats pendant 3 jours, non pas parce que j'en doutais. Le laboratoire était accrédité par la ABB. L'étalon hors des tests de paternité aux États-Unis. Chaîne de contrôle documentée. Résultat notarié. 99,998%. En science, c'est ce qui se rapproche le plus de la certitude, sans avoir été témoin du moment de la conception. Tout d'abord, je me suis assise avec eux à cause de ce qu'ils signifiaient. J'étais la fille de Rick Mitchell, sa fille biologique, l'enfant qu'il avait qualifié d'erreur pendant 20 ans, celle qu'il avait privée de scolarité, de présence et de décence élémentaire. J'étais à lui. J'avais toujours été à lui. Ce qui signifiait que la liaison de ma mère, celle pour laquelle papa me punissait depuis que j'avais 8 ans, ne m'avait pas engendré. Elle a engendré quelqu'un d'autre. J'ai repensé à la tête de maman à la table de Thanksgiving quand papa a fait glisser ce kit vers moi, à la façon dont elle est devenue blanche, à la façon dont ses doigts ont étranglé le verre de vin. Elle n'était pas gênée pour moi.
Elle était terrifiée pour elle-même. Parce qu'elle savait, elle avait toujours su, que si quelqu'un dans cette famille faisait un test ADN, le mensonge ne tiendrait pas. Pas son mensonge sur moi, son mensonge sur Gareth. Elle ne posait pas de questions auxquelles vous ne voulez pas de réponse. Elle ne me protégeait pas d'une vérité douloureuse. Elle protégeait Gareth d'une vérité dévastatrice, et elle se protégeait elle-même de la seule conséquence qu'elle craignait vraiment. Rick découvrant que son enfant chéri, son héritier, son fils premier-né fièrement sculpté, portait l'ADN d'un autre homme. J'ai pensé à l'appeler. J'ai décroché le téléphone 2 fois. Les 2 fois, je l'ai reposé. Qu'est-ce que je dirais? Maman, je sais. Elle nierait. Elle pleurerait. Elle me supplierait de ne rien dire. Et je me retrouverais là où j'ai toujours été. Tenant le secret de quelqu'un d'autre. Avalant la honte de quelqu'un d'autre. Gardant la paix à mes propres dépens. Pas cette fois. J'ai appelé un avocat à la place. Le bureau de Margaret Foley se trouvait sur Main Street à Mechanicsville. Un bâtiment étroit en briques, entre un salon de coiffure et un cabinet d'expert comptable. Au 2e étage. Pas d'ascenseur. Son bureau était enfoui sous des dossiers et une barre de céréales à moitié mangée. Et les étagères derrière elle s'affaissaient avec des volumes de droit immobilier de Virginie assez épais pour arrêter une balle. Je les trouvais de la même manière que la plupart des gens trouvent des avocats de nos jours. Google. Avocat spécialisé dans les successions, Richmond, Virginie. Elle était le 3e résultat. Les commentaires disaient qu'elle était minutieuse, juste et qu'elle ne vous ferait pas perdre votre temps. Ce que j'ignorais en entrant, c'est que Margaret Foley avait fréquenté l'université James Madison avec ma mère, de la promotion 1991. Elle s'était perdue de vue depuis des décennies. Margaret l'a mentionné en passant lorsque j'ai donné mon nom de famille. Mitchell? Un lien de parenté avec Jolene Hargrove? Et elle est passée à autre chose sans insister. Professionnel. J'ai aimé CA. Je lui ai montré les résultats de l'ADN. Je lui ai montré l'email que papa a envoyé à propos du testament. Les biens sont réservés aux enfants biologiques. Je lui ai montré les captures d'écran du groupe de discussion familiale. Elle a tout lu 2 fois, a bu son café noir et n'a pas parlé avant d'avoir terminé. La formulation est claire, a-t-elle dit. Si son testament stipule que les biens sont transmis aux enfants biologiques et que vous pouvez prouver que vous êtes son enfant biologique, vous avez un droit légal. Un droit solide. Et si quelqu'un d'autre dans la famille n'est pas son enfant biologique, elle posa son café, alors, selon les termes exacts choisis par votre père, cette personne n'aurait aucun droit. Silence. Il faudrait plus qu'un test à domicile pour le tribunal, poursuit-elle. Mais voilà. Vous n'aurez peut-être pas besoin d'un tribunal. Une fois que votre père aura vu ses résultats, il exigera un nouveau test. Et quand il le fera, il testera tout le monde. C'est comme ça que les hommes comme lui fonctionnent. Ils n'arrêtent pas de creuser jusqu'à ce que le sol les engloutisse. J'ai acquiescé. Vous réalisez que cela va faire exploser toute votre famille, a-t-elle dit. Je l'ai regardé à travers ce bureau encombré, la lumière hivernale traversant les stores en bande pâle, et j'ai dit, elle n'a jamais été entière pour commencer. Le 14 janvier, 4 jours avant la lecture, papa a appelé. Pas pour réconcilier, pas pour reconsidérer. Pour me rappeler ma place. Les lectures de samedi. Je t'ai invité parce que je veux que tu l'entendes de la bouche d'Howard. En personne. Que tu n'auras pas un centime. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas supplier. Et n'embarrasse pas cette famille plus que tu ne l'as déjà fait. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille et j'ai regardé les secondes défiler sur l'écran. Il a parlé pendant 2 minutes et 11 secondes. J'ai dit 4 mots. Je serai là, papa. Il a raccroché le premier. Il le faisait toujours. Le message de Gareth est arrivé 20 minutes plus tard. Cal, accepte-le. Papa ne changera pas. Prends le L avec grâce. Prends le L. Comme si toute mon existence était un tableau d'affichage. Puis maman. Elle a appelé à 21h, la voix basse et tremblante comme après un 2e verre de Pinot Grigio. Caroline. S'il te plaît. Ne viens pas. Ce sera plus facile pour tout le monde. Plus facile pour tout le monde. La devise de la famille Mitchell. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux.
J'ai mis mon téléphone sur le chargeur, je me suis servi un verre d'eau et je me suis mis à la fenêtre de mon appartement pour regarder le parking sombre en contrebas. Ma Civic sous le lampadaire, le givre sur le pare-brise. J'étais en pause entre deux gardes. Dans 6 heures, je serai de retour aux soins intensifs pour vérifier les réglages du respirateur d'un enfant qui pesait moins que mon manteau d'hiver. Je serai calme, précise, nécessaire. Je prendrai des décisions importantes, mesurées en niveau d'oxygène, en fréquence cardiaque et en milligrammes.et. Puis, dans 4 jours, j'entrerai dans une pièce remplie de gens qui ont passé toute ma vie à me dire que je ne comptais pas. Et je laisserai un bout de papier dire ce que je n'aurais jamais pu dire. Dana avait raison. Il faut laisser les faits parler. Le 15 janvier, 3 jours plus tard, j'ai rencontré Margaret à son bureau après mon service. Elle avait préparé les copies notariées. 3 séries de résultats ADN, chacune dans une enveloppe scellée, chacune portant le cachet de certification du laboratoire et son sceau de notaire. Des documents propres et officiels, le genre de documents qui n'ont pas besoin de hausser le ton pour faire valoir leur point de vue. J'ai aussi sorti le projet de testament que votre père a envoyé par courriel, dit-elle en ajustant ses lunettes de lecture. Il vous a donné une copie, ce qui signifie qu'il n'est pas confidentiel et qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Elle a tourné son ordinateur portable vers moi. Ce testament n'a pas été exécuté. Pas de signature, pas de témoin. Selon la loi de Virginie, c'est une déclaration d'intention. Rien de plus. Ce qui signifie que son précédent testament, celui déposé il y a 3 ans, est toujours le document en vigueur. Que dit l'Ancien Testament? Langage standard, les biens sont divisés en parts égales entre mes enfants, pas de qualificatif biologique, pas d'exigence d'ADN. Je me suis penché en arrière. Donc, même s'il essaie de signer le Nouveau Testament, s'il le signe et qu'il résiste à la contestation, il ne mentionne que les enfants biologiques, et nous savons tous les deux ce que cela signifie pour vous. Elle a fait une pause. De toute façon, Caroline, vous êtes protégée. L'Ancien Testament vous inclut. Le Nouveau Testament, s'il est assez fou pour le signer, n'inclut que toi. Elle a laissé tomber. J'ai rédigé un email ce soir-là. Les destinataires. Chaque adresse de la liste de distribution de la famille Mitchell en pièces jointes. Les résultats de l'ADN. L'objet du message est resté vide pour l'instant. Je l'ai sauvegardé dans mon dossier de brouillon et j'ai fermé mon ordinateur portable. Plan B. Juste au cas où. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait du shopping. Pas dans une friperie, pas chez Target. Je me suis rendu dans une boutique de consignation à Kerrytown et j'ai acheté un blazer bleu marine, un pantalon de tailleur et une paire de chaussures Oxford en cuir. $140 au total. Plus que ce que je dépense habituellement en vêtements en 3 mois. Dana m'a aidé à m'entraîner ce soir-là. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Tu ne leur dois pas d'explication, m'a-t-elle dit devant une soupe réchauffée de la cafétéria de l'hôpital. Vous entrez. Vous vous asseyez, vous attendez le bon moment et vous posez l'enveloppe sur la table. C'est tout. Laissez le journal parler. J'ai acquiescé. Pour la première fois en 20 ans, je n'entrais pas dans un événement de la famille Mitchell en espérant y survivre. Je m'y préparais. Le 17 janvier, la nuit précédente. Je n'arrivais pas à dormir. Pas à cause de la peur. Pas exactement. C'était plus proche du vertige. Cette sensation que l'on éprouve lorsqu'on se trouve au bord d'un endroit élevé et que le corps sait avant le cerveau que tout sera différent de l'autre côté. Je me suis assise sur mon lit avec une boîte à chaussures remplie de vieilles photos. La plupart d'entre elles datent d'avant. Avant que papa ne décide que je n'étais pas à lui. Il y en avait une à laquelle je revenais sans cesse. Moi, à 5 ans, assise sur ses genoux dans le jardin, nourrions toutes les deux. Ses bras autour de moi, ma tête penchée en arrière. Le soleil derrière nous. C'est la dernière fois qu'il m'a prise dans ses bras. J'avais 5 ans. Je ne me souviens pas de ce qui était drôle. Je me souviens juste que je me sentais en sécurité. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Demain, j'entrerai dans une pièce et je mettrai fin à ma famille telle qu'elle existait, je la détruirai. Elle était déjà détruite, elle l'était depuis 20 ans, nous ne l'avions juste pas admis, mais mettre fin à la version que tout le monde avait accepté de jouer. Est la version où papa était le patriarche vertueux, où Gareth était le digne héritier, où maman était l'épouse loyale, où j'étais l'erreur.
Tout ça, c'était fini, à cause d'un bout de papier dans mon sac. J'ai appelé Dana à 11 heures. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Elle n'a pas hésité. Est-ce qu'ils font ce qu'il faut pour toi? Silence. Kali. Cet homme t'a humilié devant toute ta famille un jour férié. Il essaie de t'effacer légalement. Ton frère te traite comme une note de bas de page. Votre mère a regardé tout ça et a préféré son confort à votre dignité. Pendant 20 ans. Elle a respiré. Ce n'est pas vous qui avez commencé. C'est juste celle qui est assez courageuse pour le finir. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les résultats de l'ADN ont brillé sur l'écran. 99,9998%. Je l'ai fermé. J'ai mis l'enveloppe notariée dans mon sac, le fourre-tout bleu marine que j'avais acheté pour assortir le blazer, et je l'ai posé près de la porte. J'ai éteint la lumière. Je n'ai pas dormi. Mais j'étais prêt. 18 janvier, 9h47. Le bureau d'Howard Pratt se trouvait dans un immeuble professionnel en briques rouges sur Broad Street, le genre d'endroit qui sentait la vieille moquette et l'autorité. Deuxième étage, moquette berbère, lambris en noyer. Diplômes encadrés et disposés avec une précision chirurgicale. Je suis arrivé 13 minutes à l'avance. Je l'ai fait délibérément. Je voulais être assis avant que quelqu'un d'autre n'entre. La salle de conférence est longue et étroite. Une table en noyer, 12 chaises en cuir, une fenêtre donnant sur le parking. L'assistante d'Howard Pratt m'a offert de l'eau. Je l'ai prise, je l'ai posée sur un dessous de verre, j'ai posé mon sac par terre à côté de ma chaise, l'enveloppe à l'intérieur. Ils sont arrivés par groupe. L'oncle Denny et la tante Brenda d'abord, silencieux, me faisant un signe de tête avec la politesse prudente des gens qui savent que quelque chose va mal se passer. Puis des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis le dernier Thanksgiving. Puis Garrett et Stacy, Garrett dans un manteau de sport qui a probablement coûté plus cher que mon loyer, Stacy et ses talons qui claquent sur le parquet. 15 personnes au total, pas toute la famille. Mais ceux qui comptaient. Le cercle restreint. Papa est arrivé en dernier, bien sûr. Rick Mitchell n'entrait pas dans une pièce, il l'occupait. Blazer anthracite, chemise blanche amidonnée, le Breitling accrochant la lumière du plafond. Il s'assit en bout de table. Garrett s'est glissé dans la chaise à sa droite. Maman s'est assise à sa gauche, les yeux déjà cerclés de rouge, les doigts manipulant le fermoir de son bracelet Mikimoto comme un chapelet. Papa m'a vu et s'est arrêté. Je suis surpris que tu sois venu, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai croisé les mains sur la table. Je portais le blazer bleu marine, le pantalon de tailleur, les Oxford en cuir. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Pas de boucle d'oreille. Pas de maquillage, sauf un trait de rouge à lèvres rouges, parce que Dana m'avait dit, en plaisantant à moitié, que l'armure se présente sous toutes les formes. Howard Pratt est entré avec un classeur en cuir. Il s'est assis à l'opposé de papa et s'est raclé la gorge. C'est une formalité, Kali, dit papa à travers la table, assez fort pour la salle. Tu es ici par courtoisie. Rien de plus. J'ai croisé son regard. Je n'ai rien dit. Howard a ouvert le classeur. Howard Pratt était un homme prudent. La soixantaine, des lunettes à monture métallique, le genre d'avocat qui lit chaque clause à haute voix parce qu'il a déjà vu ce qui se passe quand quelqu'un ne le fait pas. Il ouvre le classeur, ajuste ses lunettes et commence. Ce document représente les intentions testamentaires de Richard Allen Mitchell, préparées en consultation avec ce bureau, en date du 3 janvier de cette année. Oublie le préambule, Howard, dit papa. Va droit au but. Howard lui jette un coup d'œil, puis acquiesce. Il tourne une page. Article 4, section 1, répartition des biens. Tous les biens immobiliers. Les intérêts commerciaux et les actifs financiers détenus par Richard Allen Mitchell passent exclusivement à ses enfants biologiques, comme vérifié par des documents légalement reconnus à la date de son décès. Papa s'est adossé à sa chaise et m'a regardé. Pas avec colère. Avec satisfaction. Le regard d'un homme qui vient de clouer la dernière planche d'une clôture. Vous voyez, a-t-il dit. Noir et blanc. Garrett acquiesce. C'est juste du business, Cal. Quelques membres de la famille se sont déplacés sur leur siège. Tante Brenda serra les lèvres. L'oncle Denny étudia le grain de la table.
Personne ne parle. Howard poursuivit, détaillant la répartition. La maison de Briarwood, les actions de Mitchell & Son, les comptes d'investissement, l'assurance vie. Une valeur totale estimée à 3,2 millions de dollars, tous destinés aux enfants biologiques, répéta la phrase comme un coup de marteau. Enfants biologiques, enfants biologiques. Enfant biologique. Et à chaque fois qu'il la prononçait, le menton de papa se relevait un peu plus. Lorsqu'Howard eut terminé, il ôta ses lunettes et croisa les mains. Ce document reste à l'état de projet et doit être exécuté, signé par des témoins pour devenir juridiquement contraignant. Cependant, M. Mitchell a souhaité partager ses intentions avec la famille avant la finalisation. Il regarde autour de lui. A-t-il des questions ou des objections? Silence. Le père sourit. La salle expire. J'ai porté la main à mon sac. J'ai une objection. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'aurais cru. Basse. Claire. Le genre de voix que j'utilise à 3 heures du matin lorsque l'alarme d'un respirateur se déclenche et qu'une salle pleine de parents paniqués a besoin de quelqu'un de calme. Toutes les têtes se sont tournées. Le sourire de papa n'a pas baissé. Il s'est figé. Excusez-moi. Pas émotionnel, ai-je dit. Procédure. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la porte de la salle de conférence et je l'ai ouverte. Margaret Foley est entrée. Tailleur pantalon gris, lunettes de lecture sur une chaîne, un portefeuille en cuir sous le bras. Elle attendait dans le couloir depuis 11 minutes. Nous avions chronométré. Qui est-ce, dit papa. Je m'appelle Margaret Foley. Je suis avocate spécialisée dans les successions, licenciée dans le Commonwealth de Virginie, et je représente Caroline Mitchell. La pièce s'est figée. Tu as engagé un avocat? La voix de papa s'est élevée, pas encore en colère, mais presque, comme le son d'un orage avant le premier craquement. Pourquoi faire? Il n'y a rien à contester. Tu n'es pas. Monsieur Mitchell, la voix de Margaret a coupé court. Votre projet de testament stipule que les biens ne sont transmis qu'aux enfants biologiques. Nous aimerions soumettre des documents relatifs à cette clause. Elle m'a fait un signe de tête. J'ai fouillé dans mon sac. Mes doigts ont trouvé l'enveloppe. Lisse. Scellée, le cachet du notaire se soulevait légèrement sous mon pouce. Je l'ai portée pendant 3 jours. Elle ne pesait presque rien. Elle pesait tout. Je l'ai posée sur la table, centrée, juste entre la cruche d'eau et le classeur en cuir. 15 personnes l'ont regardée. La respiration de maman a changé. Je pouvais l'entendre de l'autre côté de la pièce. Peu profonde. Rapide. Est la façon dont les patients respirent lorsqu'ils savent qu'une mauvaise nouvelle va arriver avant que le médecin n'ouvre la bouche. J'ai regardé mon père. Tu voulais savoir si j'étais à toi, papa. Tu me l'as demandé à Thanksgiving. Devant toute la famille, tu m'as donné un kit ADN. Tu en as fait une blague. J'ai poussé l'enveloppe d'un pouce vers lui. J'ai fait le test. Voici les résultats. Margaret a ouvert l'enveloppe avec le calme de quelqu'un qui a fait cela une centaine de fois. Elle a retiré 3 pages agrafées. A balayé la pièce du regard et a lu à haute voix. Test de paternité effectué par Geneling Diagnostic, un laboratoire accrédité par l'AABB à Bethesda, dans le Maryland. Sujet du test, Richard Allen Mitchell, père présumé, Caroline Rose Mitchell, enfant. Échantillon reçu le 2 décembre. Analyse terminée le 19 décembre. Elle a fait une pause. La pièce était si silencieuse que j'entendais le four tourner dans les conduits d'aération. Conclusion, sur la base de l'analyse des marqueurs génétiques, la probabilité de paternité est de 99,998%. Richard Allen Mitchell est le père biologique de Caroline Rose Mitchell. Elle a posé le papier. Papa l'a regardé comme s'il était écrit dans une langue qu'il avait oubliée. Sa bouche s'est ouverte. C'est refermé. C'est ouverte à nouveau. Ce n'est pas possible. Le laboratoire est accrédité par le gouvernement fédéral, dit Margaret d'un ton ferme. Les résultats sont notariés. La chaîne de possession est documentée. J'ai 2 copies certifiées supplémentaires si vous voulez que votre propre avocat les examine. Garrett s'est redressé sur sa chaise.
Elle a fait semblant. Elle a dû faire semblant. C'est impossible. Monsieur Mitchell, Margaret n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'accréditation de la ABB est la norme utilisée par les tribunaux américains pour la détermination de la paternité. Ces résultats sont aussi fiables qu'un test ordonné par un juge. Et la bouche de Garrett a travaillé, mais rien n'en est sorti. Maman n'a pas bougé. Ses mains étaient posées à plat sur la table, ses yeux étaient fixés sur le papier. Son visage ? Je ne l'oublierai jamais. Son visage avait l'expression d'une personne qui regarde un immeuble s'effondrer au ralenti, tout en sachant qu'elle se trouve à l'intérieur. Le père se tourne vers Howard Pratt. Howard, elle peut faire ça ? Howard enlève ses lunettes. Rick, les résultats semblent légitimes. Je recommanderais, je n'ai pas demandé de recommandation. Monsieur Mitchell. Margaret croise les mains. Avant de demander un nouveau test, ce à quoi vous avez droit, vous pourriez envisager de tester tous vos enfants. Compte tenu de ce que nous savons maintenant, cela semble prudent. Le mot est tombé comme une grenade à retardement. Tous. Papa a regardé Garrett. Puis vers maman. Puis de nouveau vers moi. Et pour la première fois en 20 ans, j'ai vu la certitude de mon père se fissurer. Je ne l'ai pas dit. Je veux que ce soit clair. Je n'ai pas dit Garrett n'est pas son fils. Je n'ai pas dit maman a eu une liaison. Je n'ai accusé personne de quoi que ce soit. Je n'en avais pas besoin. Les mathématiques faisaient déjà le travail. On pouvait les voir se déplacer dans la pièce comme un courant, visage par visage. Chaise par chaise. Si Callie est la fille de Rick et que ce dernier a cru pendant 20 ans que sa femme l'avait trompé, alors qui était le fruit de cette liaison, j'ai gardé ma voix égale. Je suis ton enfant biologique, papa. Le test le confirme. Maintenant, si tu veux faire un testament qui laisse tout à tes enfants biologiques, je suis tout à fait d'accord. La phrase est restée là, comme une allumette allumée sur de l'herbe sèche. Garrett se leva. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je l'ai regardé. Je n'insinue rien, Garrett. Je présente des faits. Papa m'a appris que c'est ce que font les Mitchell. Son visage est devenu rouge. Pas un rouge gêné, mais un rouge furieux, le genre de rouge qui commence au col et qui monte. Il se tourne vers maman. Dis-lui qu'elle a tort. Maman, dis-lui. Jolene ne l'a pas regardé. Elle fixait la table, les deux mains posées à plat comme si elle essayait de tenir le coup physiquement, moléculairement. Rick, virgule. Sa voix est brisée. Nous devons parler en privé. Assieds-toi, Jolene. La voix de papa était une lame. Il n'avait pas bougé de sa chaise, mais quelque chose derrière ses yeux avait bougé, un glissement tectonique, lent et irréversible. Il regardait Garrett comme il avait passé 20 ans à me regarder. Tante Brenda se pencha en avant. Rick, que se passe-t-il ? Oncle Denny a posé une main sur la table. Tout le monde, respirons un peu. Mais personne n'a respiré. La pièce en retenait une. Quelqu'un s'est mis à pleurer. Pas le genre silencieux. Le genre qui sonne comme si quelque chose à l'intérieur avait finalement cédé. Un mur. Un mur. Un mensonge maintenu par 30 ans de silence et un bracelet Mikimoto. Elle pleurait parce qu'elle avait peur. Et tout le monde dans cette pièce pouvait le sentir. Le père s'est tourné vers elle. Lentement. Comme un homme se tourne lorsqu'il connaît déjà la réponse. Mais qu'il a besoin de l'entendre à voix haute. Comme lorsqu'on a besoin d'entendre le médecin prononcer le mot, même si le scanner est déjà affiché à l'écran. Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire, Jolene ? Elle a secoué la tête. Puis elle a cessé de la secouer. Puis elle s'est couvert le visage des deux mains, et le bracelet Mikimoto a glissé le long de son poignet et s'est écrasé contre la table en noyer. Rick, c'était avant la naissance de Callie. C'était, qui ? Greg Nolan. Le nom a atterri comme une pierre dans une eau calme. Je l'ai regardé onduler vers l'extérieur. La main de tante Brenda s'est portée à sa bouche. L'oncle Denny a fermé les yeux. Deux cousins ont échangé un regard si rapide que vous l'auriez manqué si vous aviez cligné des yeux. Greg Nolan. Ce nom signifiait quelque chose pour les Mitchell les plus âgés. Il avait été sous-traitant pour Mitchell & Son au début des années 90, dans l'équipe d'encadrement.
À l'époque où papa construisait encore l'entreprise à partir d'une camionnette. Elle avait côtoyé la famille, la maison, Jolene. C'était une fois, chuchote maman, une fois Rick, début 1994. Tu étais parti pendant 3 mois pour le projet de la baie de Chesapeake, et j'étais seule. Et début 1994, la voix de papa était plate, mécanique. Il faisait des calculs. Tout le monde faisait le calcul. Garrett est né en octobre 1994. La salle a compris avant Garrett. Je pouvais le voir sur leur visage. Et la lente et terrible prise de conscience, la façon dont les gens regardent lorsqu'ils réalisent qu'une histoire à laquelle ils ont cru toute leur vie était bâtie sur du sable. Garrett a fixé maman. Qu'est-ce que tu dis? Maman? Qu'est-ce que tu dis? Elle ne pouvait pas le regarder. Elle ne pouvait regarder aucun d'entre nous. Elle a baissé la tête, ses épaules se sont repliées sur elle-même et elle a murmuré. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Le poing de papa a frappé la table. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez pour faire trembler tous les verres. Greg Nolan? Sa voix s'est brisée sur le nom. Le type qui m'a versé mes fondations? Personne ne répondit. Personne ne le pouvait. Garrett était debout maintenant, les 2 mains sur la table, penché en avant comme un homme qui s'arc-boute contre une vague qu'il ne peut pas voir. Sa voix était haute, serrée, dépouillée de toute once d'aisance de Golden Boy. Non, c'est un mensonge. Papa, dis-lui qu'elle ment. Papa ne lui a rien dit. Il regardait Garrett. Il le regardait vraiment. Peut-être pour la première fois en 31 ans, j'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux. Le même rétrécissement. La même évaluation froide. La même suspicion qu'il avait dirigée vers moi à travers les tables à manger. Les dîners de vacances et les légendes de chats de groupe pendant 2 décennies. Elle mesurait Garrett comme il m'avait toujours mesuré. Je suis ton fils, dit Garrett. Je te ressemble. Tout le monde dit, papa, tout le monde dit que je te ressemble. La voix de papa était calme, presque un murmure. Tu ressembles à Greg. Garrett a tressailli comme s'il avait été frappé. Et la pièce? La pièce a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Tous les regards se sont portés sur le portrait de famille encadré accroché au mur d'Howard Pratt. Pas notre portrait, celui d'Howard. Mais cela n'avait pas d'importance, car les Mitchell avaient tous la même image en tête. La photo de la carte de Noël 2019, celle que maman a envoyée à 150 personnes. Rick, Jolene, Garrett, tous blonds. Et moi, la fille aux cheveux auburn qui se tenait légèrement à l'écart, comme si elle avait été photoshopée à partir d'une autre famille. Sauf que maintenant. La photo se lisait différemment. C'est tante Brenda qui l'a dit, doucement, presque pour elle-même. Oh mon Dieu, les cheveux. Callie a les cheveux de la mère de Rick. Elle avait raison. Grand-mère Hélène Mitchell, la mère de papa, qui est décédée quand j'avais 3 ans, avait des cheveux auburn. Un rouge foncé, presque acajou. Je les avais vus sur des photos, mais je n'avais jamais fait le lien parce que personne ne m'avait jamais laissé le faire. Personne ne m'avait jamais dit, tu ressembles à ta grand-mère, Callie. Cette phrase était réservée à Garrett. Tu ressembles à ton père. Sauf que ce n'était pas le cas. Il ne l'avait jamais fait. Et la pièce s'effiloche. Garrett recula sa chaise jusqu'à la fenêtre, les mains jointes derrière la nuque, la respiration difficile. Stacy lui tendit la main. Il s'est éloigné. Maman était affalée dans son fauteuil, à peine consciente. Tante Brenda l'entourait d'un bras, s'éventant le visage avec un bloc-notes. Howard Pratt était assis. Parfaitement immobile, le stylo figé au-dessus de son classeur, le visage d'un homme qui regarde son heure facturable se transformer en feu de joie. Papa n'avait pas bougé. Il était assis au bout de la table, les mains posées à plat sur la surface en noyer, fixant le rapport ADN comme s'il s'agissait d'un miroir lui montrant un visage qu'il ne reconnaissait pas. Je me suis levée. Pas vite. Pas de façon dramatique. Je me suis levée comme je le fais aux soins intensifs lorsque j'ai des informations à communiquer à une famille. Avec constance. Présent. Papa. Il n'a pas levé les yeux. Pendant 20 ans, tu m'as traité d'erreur. Tu as déchiré la carte de fête des pères que j'avais faite quand j'avais 8 ans. Tu n'es pas venu à ma remise de diplôme.
Tu as réduit mes frais de scolarité et m'as laissé emprunter 47 000 $. Tu as posté des messages sur moi dans le groupe de discussion familiale comme si j'étais une vedette. Tu m'as remis un kit ADN à Thanksgiving devant 25 personnes, et tu m'as mis au défi de prouver que j'étais à ma place. J'ai fait une pause. Et maintenant, ce kit, ta blague, prouve que j'étais ton seul enfant biologique pendant tout ce temps. La fille que tu as jetée était celle qui était réelle. Et le fils à qui tu as tout donné. J'ai arrêté. Parce que je ne suis pas cruel. Parce que Garrett était à la fenêtre et que ses épaules tremblaient et que quoi qu'il soit, quoi qu'il ait fait, il n'avait pas plus choisi cela que moi. Je ne suis pas venu ici pour prendre l'argent de qui que ce soit, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu ici parce que vous m'avez convoqué. Vous vouliez que la vérité soit lue à haute voix devant la famille. Alors la voici. Je l'ai regardé, j'ai regardé le Breitling à son poignet. J'ai regardé les mains qui ont construit une entreprise et déchiré la carte d'un enfant avec la même facilité. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre nom. J'avais juste besoin que vous sachiez que votre blague la plus cruelle disait la vérité que vous aviez trop peur de trouver. Je me suis assise. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots de ma mère et du bruit de la chaudière qui tournait dans les conduits d'aération. Personne ne regardait mon père. Tout le monde me regardait. Tante Brenda s'est levée la première. Elle s'est levée. Lentement, comme une femme qui vient de prendre une décision qu'elle aurait dû prendre il y a longtemps, elle a traversé la pièce et m'a enlacée. Pas une étreinte polie. Une vraie étreinte. Le genre qui dit « je te vois et je suis désolée » sans utiliser l'une ou l'autre expression. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je l'ai regardé te faire ça et je n'ai rien dit. Je suis désolée, Callie. Oncle Dennis s'est raclé la gorge. Il regardait papa, et son expression n'était pas de la sympathie. C'était quelque chose de plus dur que ça. Rick, qu'as-tu fait? Papa n'a pas répondu. La cousine Tara, celle qui avait envoyé l'unique emoji grimaçant dans le chat de groupe, s'est levée et s'est dirigée vers mon côté de la table. Elle n'a rien dit. Elle est restée là, à côté de Brenda, à côté de moi. Un vote silencieux. D'autres ont suivi. Pas tous. Certains fixaient la table. D'autres ont consulté leur téléphone. Mais un nombre suffisant d'entre eux, 5, puis 6, puis 8, ont déplacé leur poids, leur chaise, leur attention vers l'extrémité de la pièce où j'étais assise, l'extrémité près de la porte. L'extrémité près de la cuisine. Est la place qui m'avait été attribuée toute ma vie. Howard Pratt a fermé son classeur. Il a retiré ses lunettes et a parlé avec la gravité mesurée d'un homme qui choisit ses mots pour un dossier juridique. Monsieur Mitchell, je vous conseille vivement de reporter toute action sur ce plan de succession jusqu'à ce que les faits pertinents puissent être vérifiés de manière indépendante. Le document tel qu'il a été rédigé n'est plus très clair. C'était la façon dont Howard disait « Vous avez rédigé un testament pour punir votre fille et il est devenu l'instrument de votre propre perte. » Garrett était déjà parti. Et elle s'était éclipsée pendant l'étreinte de Brenda, les talons de Stacy claquant derrière lui dans le couloir. J'ai entendu la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrir et se fermer. Brenda et une cousine dont je devrais me souvenir du nom, mais que je n'ai pas, aidait maman à se relever. Son mascara avait coulé en 2 lignes sombres le long de ses joues. Elle m'a regardé une fois. Juste une fois. Quand elles l'ont guidée devant ma chaise. Elle n'a rien dit, mais ses yeux ont tout dit. Je suis désolée. Et tu n'étais pas censé le savoir. Papa s'est assis seul en bout de table. La Breitling accroche la lumière. Le classeur était fermé. Le rapport ADN reposait au centre de la table, intact, comme un verdict que personne ne voulait être le premier à ramasser. Il n'avait toujours pas dit un mot. Margaret l'a étalé dans le couloir par la suite, tandis que la famille filtrait devant nous en direction du parking. Elle a parlé à voix basse, mais elle n'a pas mâché ses mots. Voici où en sont les choses. Le Nouveau Testament de votre père, celui que Howard vient de lire, n'a jamais été signé. C'est un brouillon. Légalement, c'est du papier toilette. Elle lève un doigt. Son précédent testament, déposé en 2021, divise ses biens en parts égales entre mes enfants. Pas de critères biologiques.
Ce testament est toujours en vigueur. Je suis donc couverte de toute façon? J'ai dit, oui. Oui. Selon l'Ancien Testament, vous héritez en tant qu'enfant. S'il est assez têtu pour signer le Nouveau Testament, enfant biologique uniquement, tu hérites en tant que son seul enfant biologique. Il construisit une cage et s'y enferma. Elle jeta un coup d'œil vers le parking où le Tao de Gareth sortait rapidement, les pneus aboyant sur l'asphalte froid. Et Gareth? Cela dépend de ton père. D'après le nouveau projet, Gareth n'a aucun droit. Ce n'est pas un enfant biologique. Dans l'Ancien Testament, il est inscrit comme enfant, ce qui est légalement suffisant à moins que quelqu'un ne le conteste. Je ne le contesterai pas, virgule. A-t-elle acquiescé? Il y a une autre option. Votre père pourrait adopter officiellement Gareth. L'adoption est légale en Virginie. La demande est simple. Pas de limite d'âge. Cela redonnerait à Gareth son statut légal d'enfant de Rick à des fins d'héritage. Mais ce serait public. Ce serait enregistré, oui, et Gareth devrait y consentir. Je me suis appuyé contre le mur de briques et j'ai regardé mon souffle se troubler dans l'air de janvier. De l'autre côté du terrain, tante Brenda aidait maman à monter dans sa Lexus. L'oncle Denny se tenait près de son camion, les mains dans les poches, fixant le sol. 15 personnes étaient entrées dans cette pièce croyant à une histoire. Elles en étaient ressorties avec une autre. Et l'homme qui avait écrit les deux versions était toujours assis à l'intérieur, seul, à la tête d'une table vide. Margaret, merci. Elle m'a serré la main, ferme, professionnelle. Vous n'aviez pas besoin de moi. Cali. Tu avais juste besoin que la vérité ait un témoin. Je suis retournée à l'intérieur. La salle de conférence était vide, à l'exception de papa. Howard était parti, avec tact, j'en suis sûre, en faisant des adieux brefs et facturables. Le classeur en cuir avait disparu, le pichet d'eau était toujours là, la condensation s'accumulant sur le noyer. Papa s'est assis en bout de table. Ses mains sont maintenant sur ses genoux. La breteligne avait glissé le long de son poignet, comme s'il avait perdu du poids au cours des 30 dernières minutes. Ses yeux sont rouges mais secs. Il ne pleurait pas. Je ne pense pas que Rick Mitchell ait pleuré depuis que Reagan était au pouvoir. Je me suis assis en face de lui, pas au fond, pas près de la porte de la cuisine. J'ai tiré une chaise à 2 sièges de là et je me suis assis, et j'ai attendu. Il lui a fallu presque une minute entière. Il a fini par dire, vous le saviez? Avant le test. Saviez-vous pour Gareth? Non, virgule. J'ai dit. C'est juste que je n'ai pas couru cette fois. Il a hoché la tête. Lentement. Comme si le mouvement faisait mal. Un autre silence. Plus long. La chaudière s'est remise en marche et les bouches d'aération ont expulsé de l'air chaud dans la pièce. Je te dois quelque chose, commença-t-il. Tu ne me dois rien que je veuille prendre. Il m'a alors regardé. Il m'a vraiment regardé. Pas le regard dédaigneux d'un dîner, pas l'évaluation froide d'un homme qui répertorie des preuves. Il m'a regardé comme j'imagine qu'il a regardé cette photo. Celle de moi à 5 ans, sur ses genoux, riant, avant qu'il ne décide que je n'étais pas à ma place. Mais vous me devez des excuses, ai-je dit. Par écrit, envoyé aux mêmes personnes qui t'ont vu m'humilier. Le groupe de discussion? La liste d'adresses électroniques? Toutes les personnes qui ont ri à la blague du kit ADN. Il a ouvert la bouche. Je ne te demande pas de m'aimer. Papa. Je te demande de rectifier le tir. Il a refermé la bouche. Il a fixé la table. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis sortie du bureau d'Howard Pratt dans le froid de janvier. Le ciel était blanc. L'air avait d'un goût de givre. Ma Civic était la plus vieille voiture du parking. Je suis montée à bord. J'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, puis s'est emballé. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. J'avais une garde dans 2 heures. Une semaine plus tard, Gareth a appelé. J'étais dans la salle de repos, en train de manger une barre de céréales entre 2 patients, lorsque son nom s'est affiché sur mon téléphone. J'ai failli le laisser tomber sur la boîte vocale. Gareth ne m'avait jamais appelé pour m'annoncer une bonne nouvelle, mais quelque chose en moi, peut-être la même chose qui m'a fait dire OK à la table de Thanksgiving, m'a dit de décrocher.
Je l'ai fait, a-t-il dit. Pas de salutation. Pas de préambule. Sa voix sonnait creux. Comme celle d'un homme qui aurait crié dans une pièce vide. J'ai passé le test. Je suis allé dans un laboratoire à Enrico. J'ai eu les résultats ce matin. J'ai posé la barre de céréales. 0%, dit-il. Richard Mitchell n'est pas mon père biologique. Probabilité ? 0. Je l'ai écouté respirer. Inspirer. Expire. Le son d'un homme qui recalibre 31 ans d'identité en temps réel. Savais-tu que c'était moi, a-t-il demandé. Quand tu es entré avec cette enveloppe ? Tu le savais ? Non. Je savais seulement que c'était moi. Silence. Je t'ai appelé Mitchell honoraire toute ta vie, dit-il. Sa voix s'est brisée sur le mot honoraire. Je l'ai dit comme une blague. Chaque Thanksgiving, chaque Noël, tu as le droit d'y assister, et c'est moi qui. Il n'a pas terminé. Tu es toujours mon frère, Garrett. Ça n'a pas changé. Comment peux-tu dire ça ? Après tout ce que j'ai, parce que c'est vrai. Nous n'avons pas choisi ça. Ni l'un ni l'autre. Il pleurait. Pas du genre frustré et en colère. Le genre qui vient quand l'échafaudage tombe et qu'on se rend compte que le bâtiment sur lequel on se tenait n'a jamais existé. Et tu sais quoi ? Je veux te demander quelque chose. Et si tu étais à la place de Garrett, si tu découvrais que chaque privilège, chaque avantage, chaque moment de Golden Boy de ta vie entière a été construit sur un mensonge que quelqu'un d'autre t'a raconté avant ta naissance, que ferais-tu ? Je ne connais vraiment pas la réponse. Je ne déteste pas Garrett. Il était aussi une victime, à sa façon. Il ne l'a jamais su jusqu'à maintenant. Dites-moi ce que vous pensez. Dis-le dans les commentaires. Je n'ai pas pleuré. J'ai pleuré il y a des années. Venez dîner un jour, ai-je dit. J'ai une chaise, mais je peux en emprunter une autre. Il a ri. À peine. C'était un début. 2 semaines après la lecture. Maman s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue à travers le Judas, debout dans le couloir, vêtue de son manteau de laine. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux n'étaient pas lavés et elle paraissait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Elle est restée là pendant 5 bonnes minutes avant de frapper. Je le sais parce que j'ai regardé. J'ai ouvert la porte. Elle a regardé mon studio. Les 450 mètres carrés. Le bureau de comptoir. L'unique chaise. Le minuscule sapin de Douglas encore en place parce que je n'avais pas eu le courage de l'enlever, et quelque chose dans son visage s'est effondré. Non pas parce que l'appartement était petit, mais parce que c'était le mien, parce que j'avais construit cette vie avec rien de ce qu'elle ou papa m'avait donné, et qu'il était toujours debout. Je peux entrer ? J'ai fait un pas de côté. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, le seul autre endroit où s'asseoir, et a pressé ses paumes entre ses genoux. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé le sol. Je savais que Garrett n'était pas riche depuis le jour de sa naissance, a-t-elle dit, le moment. J'y le savais, et j'étais terrifiée. Je n'ai rien dit. Et quand ton père a commencé à avoir des soupçons, quand il t'a regardé, avec tes cheveux roux, et qu'il a décidé que tu étais la preuve de ce que j'avais fait, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé t'accuser. Parce que tant qu'il se méfiait de toi, il ne se méfiait pas de Garrett. Et tant qu'il ne se méfiait pas de Garrett, il ne voulait pas divorcer. Elle a dégluti. Je me suis servi de toi comme d'un bouclier, Caroline. Pendant 20 ans, j'ai laissé ma fille subir la punition de mon mensonge. Les mots étaient suspendus dans l'air de mon petit appartement. Oui, dis-je. Tu l'as fait. Elle a tressailli. Je ne peux pas te pardonner aujourd'hui. Peut-être même jamais. Mais je ne veux plus porter ton secret. Maman. Et je ne porterai pas non plus ta culpabilité. C'est à toi. Elle a acquiescé. Elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers la porte. J'ai remarqué ses poignets. Nus. Pas de bracelet Mikimoto. Elle est partie sans demander d'étreinte. J'ai refermé la porte derrière elle, je me suis appuyée contre elle et je suis restée là jusqu'à ce que ma respiration redevienne régulière. Puis je me suis préparé un dîner. Seule. Dans mon appartement. Selon mes propres termes. Le 14 février.
Le jour de la Saint-Valentin. De toutes les choses. L'univers a un sens étrange du timing. Je déjeunais à la cafétéria de l'hôpital. Sandwich au poulet, jus d'orange, lumière fluorescente, comme d'habitude. Quand mon téléphone a sonné, une notification par courriel de Richard Mitchell, sujet à ma famille, destinataire, la liste de distribution de la famille Mitchell, les 42 membres, la même liste qu'il avait utilisée pour partager la photo du kit ADN. La même liste qu'il avait utilisée pour annoncer le testament. Je l'ai ouverte. À ma famille, j'ai passé 20 ans à traiter ma fille Caroline comme si elle n'était pas à sa place. Je l'ai traitée d'erreur. Je lui ai refusé des opportunités que je donnais librement à d'autres. Je l'ai humiliée publiquement à de multiples occasions, la dernière fois à Thanksgiving. Devant des gens dont elle avait tout à fait le droit de se sentir en sécurité. J'avais tort. Caroline est ma fille biologique. Elle l'a toujours été. Le doute que j'ai entretenu n'était pas fondé, et les dommages que j'ai causés à cause de cela sont quelque chose avec lequel je devrais vivre pour le reste de ma vie. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé l'entreprise. Elle n'a demandé qu'une chose, une correction publique. Voici cette correction. Caroline, tu n'as jamais été une erreur. C'est moi qui l'ai été. Richard Mitchell. Je l'ai lu 2 fois. Le bruit de la cafétéria, les plateaux qui s'entrechoquent. Le téléphone de quelqu'un qui sonne, 2 infirmières qui se disputent à propos d'un changement de poste, se poursuit autour de moi comme si rien ne s'était passé. Dana s'est glissée dans le siège en face de moi. Elle avait vu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tourné le téléphone vers elle. Elle l'a lu. Elle m'a regardé. Ça va? J'ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi. Pas le « ça va » réflexe que l'on donne quand quelqu'un demande pendant une semaine difficile, mais un inventaire honnête. 20 ans de soustraction. Un Thanksgiving. Une enveloppe. Un bout de papier qui disait ce que mon père ne pouvait pas dire. Je suis libre, ai-je dit. Dana a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Elle est restée assise avec moi, mangeant son terrible sandwich à la cafétéria sous les mêmes lumières fluorescentes, pendant la même pause qui se terminerait dans 12 minutes. C'était le moment le plus ordinaire de ma vie. Et c'était suffisant. J'ai appelé au début du mois de mars. Ton père veut réviser le testament. Nouvelle formulation. Les biens sont répartis à parts égales entre toi et Garrett. Il dépose une demande d'adoption pour adultes, a accepté Garrett. Les tribunaux de Virginie traitent ces dossiers dans quelques semaines. Cela rétablira le statut légal de Garrett en tant qu'enfant de Rick dans tous les cas. Bien, ai-je dit. Il y a aussi la question de votre part. Environ 800 000 à 1,6 million, selon les évaluations. Ton père veut que tu l'aies. Je me tenais devant le comptoir de ma cuisine, le même comptoir où j'avais mangé seul à Noël, où j'avais ouvert le kit ADN, où j'avais rédigé un courriel qui avait changé ma famille, le comptoir qui me servait de bureau, de table à manger, de vie. Je veux qu'il soit converti en bourse d'études, ai-je dit, pour les étudiants en soins infirmiers issus de familles à faible revenu, dans le cadre de programmes BSN accrédités. Renouvelable pendant 4 ans, sans condition, nommez la bourse Mitchell pour les soins infirmiers. Silence au bout du fil. Vous êtes sûr, dit Margaret. Je ne me suis pas battue pour l'héritage. Je me suis battue pour la vérité. La vérité a toujours suffi. Elle a fait une pause. Je vais rédiger les documents. J'ai signé les documents un mardi soir sur le comptoir de ma cuisine. Le même stylo que j'utilise pour les dossiers des patients. La même table. Les mêmes 450 mètres carrés. Quelque part, une étudiante en soins infirmiers de 20 ans qui a grandi en s'entendant dire qu'elle n'était pas à la hauteur, qui a travaillé 2 fois plus et emprunté de l'argent et qui a continué à se présenter malgré tout, recevrait un jour une lettre lui disant que quelqu'un croyait en son avenir? Que quelqu'un avait déjà été dans sa situation exacte et s'en était sorti. Elle ne connaîtrait pas mon nom. Ce n'est pas grave. Je n'avais pas besoin que quelqu'un connaisse mon nom. J'avais juste besoin que quelqu'un ait la chance que j'ai failli ne pas avoir. Avril. Le premier samedi chaud depuis des mois. Le genre de soirée en Virginie où les cornouillers fleurissent, où l'air sent l'herbe coupée et où la lumière reste dorée jusqu'à presque 8 heures. J'ai organisé un dîner, dans mon studio, selon mes règles, avec 6 personnes autour d'une table en pain d'occasion d'IKEA,
Celle que j'avais achetée pour remplacer le comptoir où l'on mangeait. Aucune chaise n'avait d'initiales gravées. Pas de places assignées. Pas de hiérarchie. Dana était assise à ma gauche et se disputait déjà avec ma voisine, Madame Patterson, 72 ans, veuve, la femme qui laissait de la soupe devant ma porte tous les mardis depuis que j'avais emménagé. Pour savoir si le pain de maïs devait contenir du sucre. Deux infirmiers de l'unité de soins intensifs, Marcus et Lee, débattaient d'un sujet concernant les protocoles de ventilation avec la même passion que d'autres pour le football. Margaret Foley avait envoyé une bouteille de vin avec un mot, pour la table, MF. Et au bout, sur une chaise pliante empruntée, il y avait Gareth. Il avait appelé la semaine précédente, sans son ton léger habituel, calme, prudent, la voix d'un homme qui apprend encore qui il est. Je peux venir? Je ne sais pas vraiment où aller. Apportez le dessert, ai-je dit. Et n'apportez pas cette Tao. Le parking est étroit. Il est arrivé dans une Honda Civic qu'il avait achetée il y a 2 semaines. Je n'ai pas demandé ce qui était arrivé à la Tao. Je n'en avais pas besoin. Je me suis assise en bout de table, non pas parce que j'étais importante, mais parce que c'était la place la plus proche de la cuisinière et qu'il fallait remuer les pâtes. Papa n'était pas là. Nous n'en étions pas encore là. Peut-être ne le serions-nous jamais, mais sur mon réfrigérateur, maintenu par un aimant provenant de la boutique de cadeaux de l'hôpital, il y avait un morceau de papier de construction, délavé, déchiré au milieu, recollé avec soin, à l'intention du meilleur père du monde. Je l'avais gardé. Toutes ces années, je l'ai gardé. Pas pour lui. Pour la petite fille de 8 ans qu'il avait fait. Elle méritait de savoir qu'elle avait survécu. J'ai regardé autour de ma table. Dana riait. Gareth qui écoutait. Madame Patterson qui gagnait le débat sur le pain de maïs. La lumière du soir passant par la fenêtre. Chaude, dorée et ordinaire. La famille sur un testament. Et la famille, c'est qui reste quand la vérité éclate. Pour la première fois de ma vie. Chaque personne à ma table avait choisi d'être là. C'était suffisant. C'était tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez déjà été négligé, sous-estimé ou effacé par les personnes qui étaient censées vous aimer en premier, je veux que vous sachiez que votre valeur n'a jamais été décidée par UX. Et si vous vous sentez concerné par cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer les notifications afin de ne pas manquer la suite de l'histoire. Une autre histoire vous attend. Consultez le lien dans la description. C'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.